Nous allons reprendre l'après-midi avec 3 tables rondes dont vous avez compris le fonctionnement. Chaque table ronde correspond à un des leviers identifiés dans les résultats de la recherche Telker. On a vu ce matin les leviers cliniques avec Loïc. On va voir maintenant les leviers plutôt organisationnels, puis on verra les leviers institutionnels, et puis enfin du côté des personnes concernées. On va attendre que les dernières personnes s'assoient. Ces tables rondes successives ne peuvent pas fonctionner les unes sans les autres. On a connu des équipes, notamment en région Auvergne-Rhône-Alpes, qui avaient des leviers cliniques, mais s'il n'y a pas derrière les leviers organisationnels et institutionnels, ce sont des équipes qui s'essoufflent, hein, et donc c'est pas durable. Donc dans cette idée des leviers, du repérage des leviers organisationnels, on a donc invité à cette table ronde, je vais commencer par Jean-Marc Destéat, qui est chef de pôle au CH de Jonzac. Ensuite, Stéphanie, je ne vais pas raccrocher son nom, Toirion, qui est psychiatre au CH de Valbert. Olivier, cadre supérieur de santé à la SN 43, le Puy-en-Velay. Frédéric L'Enfant, maintenant cadre supérieur au CHBD, la RAN. Et puis, Pascal Delors, infirmier au Provence, à la RAN. Et puis également à côté de nous, Emmanuel Baudin, cadre de santé, à l'hôpital de Chinon. Voilà une belle table ronde pour cette deuxième partie. Alors quelques mots d'introduction. Difficile, enfin, il y a beaucoup d'invariants dans les constats qu'on a pu faire dans les investigations de Telker et dans nos résultats, dans la manière de travailler des équipes. Sur cette table ronde particulière, je vais quand même lancer 3 idées qui sont organisatrices, qui viennent structurer ces leviers. La première idée, c'est des organisations qui favorisent l'offre de disponibilité soignante auprès du patient. Autrement dit, qui optimisent, qui majorent le temps de présence en soins directs, programmés ou non programmés, des soignants avec les patients. Si les études dans la revue de littérature internationale situent à 30%, toutes spécialités confondues, le temps de présence, notamment infirmier auprès des soignants, il est bien évident que dans ces services qu'on a rencontrés, ce temps était, on n'est pas dans une étude quantitative, mais était bien au-dessus. Donc, quelles organisations soutiennent cette offre de disponibilité, on va dire, suffisante auprès des patients? Qu'est-ce qui le facilite? Un deuxième point suppose effectivement d'avoir des leviers managériaux qui soient orientés en soutien et en protection de ce travail de proximité. Donc autrement dit, une balance, on sait que les fonctions d'encadrement sont prises entre 2 balances, la balance du soin et la balance administrative. Comment être en écho avec la raison sociale, la tâche primaire de nos établissements de santé, à savoir le soin aux patients, comment préserver ça, et comment la partie administrative devient effectivement une variable de cette priorité. Et enfin, un autre élément qui va être invariant, c'est qu'augmenter son temps de disponibilité et de présence auprès des patients suppose la mise à disponibilité de son appareil psychique, donc suppose de renouveler effectivement la charge mentale afférente et comment l'encadrement arrive à soutenir, parce qu'à côté d'une implication, il faut des ressources, et quelles sont les ressources ici créées dans le collectif de travail. Et donc voilà les grands points qu'on va aborder. Alors je pense qu'on peut commencer, vous avez vu dans ma liste, par Frédéric, si tu veux. Alors les questions que je vais te poser, c'est un peu celles que je viens de te dire. L'arbitrage entre travail de soins et contraintes administratives, et c'est vrai que c'était particulièrement fort sur le CHBD à la RAN, le collectif cadre, l'engagement que vous aviez à soutenir le travail des soignants. Et doublement, parce qu'à l'époque
tu étais cadre de santé, maintenant tu es cadre supérieur. Donc la question c'est effectivement comment travailler cet arbitrage. Merci Jean-Paul pour donner la parole à l'encadrement dans cette question, puisque c'est, on parle beaucoup du soin. Le soin, ça passe aussi par une orientation et par un travail de l'encadrement. J'ai pas de réponse à cette question, malheureusement. J'ai pas de réponse parce que la disponibilité est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé là, ces derniers temps pour essayer de penser comment l'encadrement amène les soignants à pouvoir offrir un temps aux patients, un temps de présence finalement. Donc c'est vraiment la question du temps donné, sachant que le temps est la chose peut-être la plus riche qu'on puisse donner à quelqu'un et la plus précieuse. Comment est-ce qu'on fait pour donner ce temps? Comment est-ce que l'encadrement permet à ce que les soignants donnent du temps? Et cette question de permission, cette question d'autorisation et de légitimité, elle est, je crois, au centre de quelque chose. J'ai du mal à définir quoi. L'autorisation, c'est l'autorité, et m'est venu un élément essentiel dans le discours au centre hospitalier Bullech-Durand, c'est l'initiative soignante. Cette initiative soignante, c'est l'idée que le soignant, il est au cœur du soin d'abord, et il est en capacité, en autonomie, pour faire ce qu'il pense être juste. Alors quand on dit ça, on ne dit pas grand-chose. Je demandais tout à l'heure là aux soignants qui sont avec vous là aujourd'hui, comment vous faites pour donner du temps? Mais c'est mon travail de donner du temps aux patients, c'est mon travail. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de naturel en fait dans l'idée de la relation qui est soignante, la relation et pas l'administratif. Et si l'encadrement porte ça, eh ben, ça va fonctionner. Alors, la question que tu poses, c'est comment est-ce qu'on porte cet élément-là? Je crois que c'est porté par la fonction clinique du cadre. Cette fonction clinique, c'est le cadre présent. On peut penser à un cadre qui est dans son bureau, qui fait de l'administratif, qui fait des plannings, qui organise, qui fait de la gestion. Il y en a besoin, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi toute la fonction étayante de l'encadrement, la fonction, je dirais, phorique, de soutien, de contenance. Le cadre est là pour être parexcitateur, en fait. Il y a une fonction parexcitatrice dans l'équipe pour que l'équipe puisse vivre les conflits sans les rendre explosifs, d'une certaine manière. Et ça, c'est la présence même du cadre dans les réunions cliniques, dans les transmissions, auprès des soignants, pour entendre, pour voir, pour observer, de la même manière qu'un soignant est présent auprès du patient, auprès des personnes hospitalisées, pour vivre avec eux et observer et pouvoir le ramener. Le cadre est présent auprès de son équipe pour vivre, observer et ramener ensuite. Et ramener où? Il y a plein de lieux où le cadre va pouvoir ramener aussi, et c'est ce qui fait cette fonction contenante, c'est le trio psychiatre, psychologue, cadre. Dans chaque unité, au centre hospitalier Bullech-Durand, il y a des réunions avec entre psychologues, psychiatres et cadres pour penser la clinique de l'équipe. La clinique de l'équipe, pas de l'individu dans chaque équipe, de l'équipe, c'est-à-dire de cette dynamique qui crée le soin. Parce que le soin est collectif. Il y a du soin individuel, mais il y a aussi un collectif de patients, un collectif de soignants. Et là-dedans, comment ça fonctionne. Ce trio est une des parties qui permet en fait le soin. On porte ce soin quand on est cadre aussi en étant présent auprès des patients. C'est-à-dire que d'une certaine manière, le cadre qui vient lire le journal dans le bureau d'accueil, je parlerai après du bureau d'accueil, je crois que c'est un élément important, dans le bureau d'accueil et qui laisse faire les choses. Il y a une vie qui se fait, c'est fluide, hein, il y a un flux vital comme ça qui va, qui vient, et les portes sont ouvertes. On est vigilant quand on est cadre à cette ouverture, les portes sont ouvertes et les patients vont et viennent dans ce bureau d'accueil. Petit mot sur ce bureau d'accueil qui, je pense, est un élément important dans notre façon de travailler. On a dans notre hôpital, dans notre pavillon d'activation en crise, un bureau où est présent de manière continue la journée de 8h30 à 16h30 grosso modo un infirmier ou un aide-soignant qui est là pour faire des tâches administratives, répondre au téléphone, prendre des rendez-vous et toutes ces choses-là qui libèrent quand même du temps aux infirmiers. Mais ce professionnel qu'on appelle le JAC, journée d'accueil, en fait il est là pour accueillir les patients dans ce bureau-là qui est toujours ouvert. C'est l'ouverture de la porte en fait qui crée la disponibilité. Le patient rentre dans le bureau, l'infirmier est là, il téléphone. Alors on est un peu des contrebandiers quand même, parce que
Il y a des choses qu'on ne devrait pas faire dans le cadre de la démarche qualité. On a un tableau avec le nom des patients. Il devrait être fermé en continu parce que c'est accessible aux autres patients quand ils rentrent dans ce bureau. Sauf que si on passe notre journée à l'ouvrir et le fermer, on n'y arrive plus. Donc, d'une certaine manière, eh ben, on est contrebandier parce qu'on ne fait pas les choses telles qu'on devrait les faire selon les protocoles. Monsieur Orsatti, le directeur, est là, donc je vais faire attention à ne pas trop en dire quand même. Je fais tout à fait confiance. Et je crois que cette confiance-là, elle est aussi importante pour notre travail. L'initiative soignante, j'en parlais tout à l'heure, c'est la capacité à mettre en place des actes soignants, des relations soignantes au-delà de toute autorisation demandée. On s'autorise soi. Et on a autorité à faire les choses. L'infirmier, l'aide-soignant, l'ASH aussi, qui fait partie de l'équipe soignante, a autorité en tant qu'humain à être en relation avec l'autre. Et je crois que cette humanité-là, elle est au cœur du soin, en fait, et au cœur de cette disponibilité. Et quand je demande aux professionnels, mais comment tu fais pour mettre plus de temps dans le soin que dans l'administratif, d'une certaine manière, parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça, parce que finalement, on apporte cet étayage-là. Alors, quand j'ai su, je termine, quand je pourrais prendre encore beaucoup de temps, parce qu'il y a la formation continue, la supervision, il y a plein de choses là qui viennent se croiser. La culture de la... Une dernière chose, il y a la conviction. La conviction la conviction de nos valeurs, c'est une éthique de la conviction. Alors il y a une petite éthique de la responsabilité aussi, c'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses pour n'importe quoi, mais on est convaincu de faire les choses et on est convaincu de nos valeurs. On se tarde partiellement de tenter de faire de la psychothérapie institutionnelle, mais on est convaincu que c'est la bonne chose. Et je crois que cette conviction, c'est ce qui permet aussi d'amener quelque chose au sein des équipes. Alors je pourrais parler encore longtemps, j'ai fait une espèce de schéma heuristique là, qui est très très long et qui se croise, et je suis perdu moi-même dans ma pensée, pour vous dire un petit peu, mais comment est-ce qu'on fait? Je ne sais pas en fait. C'est comme la psychothérapie institutionnelle, je sais pas. Du coup, on peut passer la parole à Stéphanie. Et je voulais te poser la question plus particulièrement, parce qu'on a quand même vu dans les unités une forte, on va dire, horizontalité dans les relations, dans les collèges, ce qu'on appelle au sens de la psychanalyse du travail, des collectifs de travail. Frédéric vient de le rappeler, il n'y a pas de hiérarchisation dans l'expérience singulière de chacun avec effectivement un patient. Et la question que je pose, c'est comment soutenir cette collégialité ici à Val-Vert dans ton expérience? Alors, effectivement, cette horizontalisation, elle est hyper précieuse, elle est à entretenir et elle est selon moi un des socles de notre philosophie de travail et de soins. Elle concerne aussi la relation vers laquelle on essaye de tendre avec les patients. C'est s'éloigner d'une organisation pyramidale au niveau médical, mais aussi avec les autres membres de l'équipe, qui ne sont pas simplement réduits à des fonctions d'exécutants, et qui permet que chacun se sente concerné et soit partie prenante dans les soins, dans le quotidien du patient. Chaque observation a de la valeur, chacun est impliqué, et c'est une condition, selon moi, pour le travail transdisciplinaire dont parlait ce matin Isabelle, c'est-à-dire qui va permettre de se laisser modifier par la pratique des autres. C'est ce qui fait la richesse de notre métier et qui, je pense aussi, est un des critères de fidélisation du personnel, notamment à Val-Vert. Ça permet de garder du sens dans son travail. Alors comment on entretient cette philosophie de soins? Je rejoins en s'appuyant sur le trio médecin, cadre, psycho, qui dans le meilleur des cas travaillent ensemble depuis longtemps. Qui dans le meilleur des cas se connaît bien, a une vision commune du soin, des valeurs autour de la relation humaine, soutien une contre-culture du risque. C'est des soins non protocolisés, personnalisés et issus d'une réflexion pluridisciplinaire qui, Isabelle le rappelait ce matin, est parfois se fait parfois dans des relèves qui sont parfois très très longues, mais la nécessité de prendre du temps pour créer des parcours et accompagner les patients de manière personnalisée, je le redis, en écoutant la parole de chacun.
On va s'appuyer sur la formation spécifique du personnel, mais pas que, en fait, aussi sur les talents de chacun, sur ce qu'ils vont pouvoir proposer. Cette horizontalité, elle repose sur une relation de confiance, des échanges, la libre circulation de la parole, une certaine éloge de la dispute. On a une collègue ici présente qui voit dans la dispute dans les réunions, ils voit un baromètre d'une équipe qui va bien. Et puis le soutien bien sûr des initiatives. Alors ça peut parfois créer un peu du flou dans les rôles, mais c'est pas sans des positions médicales qui doivent rester fermes, comme l'interdiction de fermer les portes à l'hôpital, et j'espère un jour celle d'éviter au maximum la chambre d'isolement. Ça demande beaucoup de disponibilité du côté des médecins. Ça demande qu'ils soient très présents dans les services et qu'ils participent dans des temps informels qui, je pense, ne sont pas simplement importants auprès des patients, mais aussi auprès du personnel. Ces temps informels, l'interstitiel, il est aussi pour revenir et rediscuter de situations. Et également que les médecins puissent participer à des activités thérapeutiques, voire en animer. Qu'ils puissent participer au recrutement aussi du personnel. Ça, c'est une lutte souvent nécessaire. Et puis, vous le rappeliez, la nécessité d'un collège médical important, uni, qui soutient des valeurs communes. Dernière chose, j'ai essayé de réfléchir à ce qui permettait ça de manière plus globale à l'hôpital à Valvert. Je crois qu'il y a des lieux qui sont transprofessionnels, transdisciplinaires et transversaux, qui sont des espaces de rencontres informels via des associations comme Valfort qui organise tous les 2 ans un congrès, et les membres du comité scientifique d'organisation de ce congrès sont issus de l'administration, du personnel soignant, enfin, c'est pluriprofessionnel. L'association Roslar aussi qui permet de faire des créations artistiques en mélangeant patients, soignants et personnes venant de l'extérieur de l'hôpital. Et puis Isabelle rappelait aussi ce matin la présence d'un collectif Prendre soin des pratiques professionnelles. Voilà. Merci Stéphanie. On va passer la parole à Pascal Delors. Tu es infirmier aux Provence à la Ragne. Et les questions qu'on avait envie de poser, Frédéric a commencé à amener, c'est effectivement comment vous organisez au niveau soignant et infirmier votre activité à Provence et puis à la Ragne. Comment vous utilisez cette marge d'appréciation, cette latitude, comment vous la prenez, celle dont vous bénéficiez. Donc aussi, en retour, les relations avec le médical sur la Ragne. Et puis, je pensais à un autre point, il y avait quelque chose qui était saillant, Frédéric qui en a parlé, c'est que dans l'unité de Provence, il y a un infirmier de bureau, et sa mission, le bureau est une porte ouverte, mais c'est de centraliser effectivement un peu toutes les demandes pressantes venant d'extérieur, venant du service, pour libérer les autres soignants qui peuvent aller au contact du patient. Pascal. Alors, effectivement, dans le service, on a tendance à s'organiser un peu de façon spontanée en fonction de nos compétences, de nos affinités, de nos liens avec certains patients, des tâches qu'il y a à faire ce jour-là. Et effectivement, il y a des soignants qui vont être plutôt dans le bureau, ça peut être le DIAC, mais le DIAC peut aussi se faire remplacer par un infirmier plus compétent ou plus motivé par cette tâche-là. Donc le DIAC n'est pas toujours fixe, mais effectivement, il y a un DIAC qui est là et qui a toujours des patients autour de lui. C'est vraiment un lieu central de l'unité. Spontanément, il y a des soignants qui seront plutôt dans les couloirs, un peu déambuler, être présents pour répondre aussi à d'autres demandes, accompagner en ville pour acheter un peu de tabac. Parfois, un patient qui peut être très agacé par le fait de ne pas avoir de tabac, se contrainte. On va quand même prendre le risque, la liberté, le risque relatif, la liberté selon les soignants de sortir de l'hôpital en voiture, seul avec ce patient, acheter le tabac, remonter
généralement, ça se passe très bien. D'autres soignants seront plus centrés sur des activités un peu physiques, culturelles, des jeux de société, du ping-pong, etc. On a la chance d'avoir dans l'hôpital une vie un peu de mini-village. On a une cafétéria comme partout, quasiment. Pas mal d'activités, de la piscine, relaxation, des coiffures. On a un salon de coiffure qui est ouvert un jour par semaine. Du cinéma, de la friterie, il y a une vie sociale qui se crée où les patients des différents pavillons et les soignants peuvent se rencontrer, les visiteurs, les familles. Donc ça reste très ouvert chez nous. Le pavillon est très généralement ouvert, les portes du pavillon, les portes du bureau, les portes de la salle de soins, hors soins un peu intimes et fermés, mais sinon, en préparant les médicaments, on peut tout à fait laisser ouvert. Et le fait que ces portes soient ouvertes, ça permet vraiment de circuler, d'aller venir et aussi de répondre à de multiples demandes, chacun à sa façon, au moment de sa disponibilité. On fait des navettes aussi, alors c'est cadré normalement, c'est tel jour et tel jour, mais effectivement, concrètement, c'est pas du tout ça. Il y a des navettes quasiment tous les jours, voire 3 fois par jour. Ça fait du bien, ça soulage un peu tout le monde, ça fait sortir du pavillon, c'est important, encore une fois, ça fait la ville, ça fait du bien aux patients comme aux soignants, je pense. Aussi, dans notre organisation, par exemple, quand on a des activités et que on est hors heure de bureau, en week-end, jour férié, on peut anticiper la présence d'un patient qui est sous contrainte administrative et faire le certificat un peu plus tard, on régularise, c'est pas la priorité. On peut prioriser d'être présent et différer les tâches administratives. On a la chance d'avoir des secrétaires qui peuvent se déplacer si au bout de quelques appels, on ne répond pas à leur demande, ils vont venir et répondre elles-mêmes à leur demande. La communication est même assez fluide entre différents niveaux, médecins, secrétaires, psychologues, cadres. Et nous, dans l'équipe concrète, on a infirmiers, aides-soignants, ASH. On arrive à trouver des temps aussi de réflexion formelle ou informelle autour de difficultés pour confronter un peu nos différents avis. C'est assez conflictuel, mais c'est bon signe, visiblement. Quand on a des situations complexes, effectivement, on le met en place depuis peu de temps, ça a été remis, ça a été arrêté à un moment donné. Et ce sont des moments qui sont vraiment constructifs parce qu'on essaye de s'écouter les uns les autres, de se comprendre et puis surtout d'arriver à travailler effectivement avec moins d'isolement, moins de privation de liberté. C'est quand même un thème qui revient souvent et qui est propre à la RAN culturellement et qu'on essaie de mettre en pratique au quotidien. Merci à Pascal. On va continuer avec Emmanuel Baudin de Chinon. On va retrouver beaucoup, effectivement, le même terreau que ce que il y a un pain, effectivement, quelque chose de très commun. Et la question qu'on aurait aimé j'aimerais te poser, c'est on a constaté, effectivement, que travailler dans ces unités moins coercitives était quand même source de satisfaction pour les professionnels. Je nie pas la difficulté et la place de la dispute au sens de l'IFCO, tel que Stéphanie l'a ramené. La dispute est un élément permanent, mais derrière, même si on se dispute, il y a la satisfaction d'appartenir effectivement au groupe. Donc, ça implique aussi de soutenir des soignants. On a vu avec Pascal la capacité d'initiative. Et donc, comment vous vous y prenez, d'une part, pour soutenir effectivement cette disponibilité soignante et prendre en compte cette charge mentale particulière. Et puis, d'autre part, Pascal l'a rappelé, travailler aussi porte ouverte, mais je ne parle pas des portes ouvertes des unités, là il s'agit des bureaux des professionnels et de l'ensemble des lieux, sauf, tu l'as dit, confidentialité, respect de l'intimité. Et qu'est-ce que ça produit effectivement comme effet sur la relation, sur l'accessibilité aux autres professionnels et particulièrement en direction des patients? Alors, pour apporter du soutien au niveau des équipes de la part de l'encadrement, c'est vraiment être là, présent au quotidien, à côté des équipes, en proximité, présent, ce que vous disiez, aux réunions, au staff, aux transmissions inter-équipes. Vraiment, comment dire, apporter une écoute
favoriser l'échange, apporter quelquefois une expertise clinique, effectivement, et une réflexivité commune pour parler des prises en charge, des difficultés qu'on peut rencontrer au niveau des organisations, du fonctionnement du service. Par rapport à ça, le soutien aussi du cadre, c'est que le cadre doit être garant d'une présence soignante assez importante, enfin minimum et suffisante, je vais dire, pour effectivement pouvoir répondre aux attentes des patients, pouvoir les accompagner si besoin, acheter du tabac, des courses, éviter la frustration des patients. C'est aussi valoriser le travail des soignants et du collectif. Voilà. Favoriser cette cohésion d'équipe et cette solidarité. Nous, c'est vraiment quelque chose qui tient vraiment à cœur dans notre équipe, c'est la solidarité et l'entraide. Moi, en tant que cadre, quand j'ai de l'absentéisme, en fait, les soignants, ils s'organisent eux-mêmes, j'ai rien besoin de faire. Ils me disent, là, on a trouvé la solution, c'est moi qui reviens, enfin voilà, c'est formidable. Mais parce qu'il y a vraiment cette cohésion et cette dynamique d'équipe auquel je tiens particulièrement et que tout le monde tient, c'est vraiment en commun. Bien sûr, des valeurs partagées avec le chef de service. Cette importance du binôme et cette volonté commune à chacun d'entre nous. Moi aussi, je me porte garante de ce travailler ensemble. Pour moi, c'est très important de nous retrouver sur des temps formels, informels, des temps, comme on disait ce matin, des moments plus festifs. On va partager des moments ensemble et cette notion d'amitié professionnelle. Et autre chose, pour les nouveaux arrivants, proposer un compagnonnage, c'est ce qu'on a déjà parlé de ça ce matin, un tutorat, pour transmettre, c'est une question de transmission, transmettre aux nouveaux professionnels cette volonté et impulser cette culture dès leur arrivée dans le service en fait. Voilà. Et pour répondre à la question des bureaux ouverts, effectivement, tous nos bureaux sont ouverts. Moi-même, ça veut dire que c'est cette notion de disponibilité pour le soignant, mais pour le patient. Moi, je reçois souvent des patients dans mon bureau qui viennent me parler de ce qu'ils aimeraient trouver dans le service, me parler de leur prise en charge, voilà. Ça permet aussi cette notion d'accueil. Olga, ce matin, parlait effectivement de l'accueil du patient, mais c'est aussi accueillir le soignant qui a envie de venir me parler de certaines choses, et voilà. Ça permet à tout le monde de venir s'asseoir, de rentrer dans le bureau. On ne frappe pas pour pousser la porte, voilà, la porte est déjà ouverte, donc on s'installe. Voilà. Et puis, c'est, comme on disait, pour terminer, c'est veiller sur avoir une confiance mutuelle, je tiens à le dire, et veiller les uns aux autres à ce bien-être et cette bienveillance. Je dirais un petit peu comme moi je fais un petit peu mère protectrice, et comme ça me renvoient les collègues par rapport à ma posture. Voilà. Merci Emmanuel. Donc si j'ai bien compris, c'est journée porte ouverte 365 jours par an. C'est ça, exactement. Je vais me tourner vers Olivier Chamouret maintenant. Olivier donc fait partie, son établissement Le Puy-en-Velay, fait partie de la tâche 3 de Pleine-Care. Et puis donc on s'est vraiment intéressé à l'évolution de votre établissement, qui ne faisait pas trop parler de lui au niveau national, j'entends. Parce que quand même, vous vous êtes engagé, il y a eu des choses qui se sont passées sur cet établissement, un alignement de planète, enfin tu nous en as parlé, mais quel était effectivement, qu'est-ce que ça vous a demandé en termes de managériaux, d'arriver à conduire cette politique de moindre recours, notamment au niveau de l'encadrement. Je te laisse dire effectivement un peu où vous en êtes et les différentes étapes. Donc, le centre hospitalier Sainte-Marie du Puy fait partie de l'association Sainte-Marie. Donc, on a 5 hôpitaux dans le cadre sud-est de
de la France, donc Clermont-Ferrand, Le Puy, Rodez, Privas et Nice. Et alors je ne sais pas comment ça a démarré en fait, l'histoire sur le moindre réseau et la contention. En tout cas, effectivement, c'est plusieurs personnes qui à un moment donné se sont retrouvées. Alors, moi qui n'étais pas satisfait d'isoler mes patients, j'avais une chambre d'isolement dans mon service. Le médecin-chef de CME, enfin non, le médecin de CME, pardon, qui aussi n'était pas satisfait, le médecin du DIM, enfin voilà, plusieurs personnes pas satisfaites, une loi qui a aussi fracassé, donc, et une direction qui aussi elle s'est alignée. Et donc du coup c'est parti d'abord au niveau associatif, donc tous les hôpitaux de Sainte-Marie on a fait des réunions pour réfléchir sur l'iso, la contention, le nombre de chambres, etc. Et petit à petit, on en est arrivé à créer des outils de désescalade, donc du coup à répertorier toutes les prises en charge qu'on faisait, enfin tout le monde faisait, et de faire un livre de prise en charge, de créer des outils avec des chariots, des escalades, d'autres, enfin, voilà, etc. Et puis, sur l'hôpital, on avait un service qui était spécialisé dans l'iso, la contention, puisqu'à l'époque, je ne sais plus combien il y avait de chambres d'isolement, mais il y en avait un paquet. Et donc, dans ce service, les patients, forcément, ils arrivaient, ils étaient soit sous contrainte, ils étaient isolés, contentionnés si c'était trop. Au bout d'une quinzaine de jours, ils pouvaient passer côté soft, donc c'était des chambres plutôt traditionnelles, et ensuite, ils pouvaient repartir. Et donc là, il n'y avait pas moyen de bouger les choses parce qu'en fait, le médecin de cette unité, le cadre, en fait, c'est eux qui avaient créé cette unité et c'était comme ça. Donc, du coup, on a attendu qu'ils partent à la retraite pour pouvoir en fait réfléchir autrement. Voilà. Et ensuite, toutes les chambres d'iso de l'hôpital, enfin chaque service temps plein avait au moins une chambre d'isolement. Et on s'est dit on va les fermer parce que de toute façon quand il y a une chambre, il y aura toujours un patient dedans. Parce que même si, enfin moi par exemple le service où je travaillais, notre chambre d'iso, on ne mettait plus de patients, par contre on récupérait les patients des autres unités. Donc ça venait, du coup elle a été fermée et transformée en chambre, en salle d'apaisement en fait, plutôt en espace d'apaisement. Voilà. Après, donc, l'unité, on a maintenant plus qu'une unité qui est spécialisée dans l'iso, la contention, enfin quand je dis spécialisée, c'est une unité de crise. Il y a 4 chambres d'iso, 3 chambres sécurisées et des chambres traditionnelles. Ils peuvent recevoir 11 patients en tout. Et en réalité, les chambres d'isolement ne sont pratiquement plus du tout utilisées parce que ça ne sert pas forcément à quelque chose. Donc ça les rassure, je pense, parce qu'effectivement, sur des patients non connus, on ne sait pas ce qui peut se produire, donc de pouvoir avoir une chambre qui pourrait... mais du coup, on se rend compte qu'ils n'utilisent même pas. Voilà. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a été un travail associatif, notre directeur, le médecin, des cadres, et sans tout ça, on n'y serait jamais arrivé. Après, il y a eu des formations sur le CARE, après, il y a eu des formations aussi sur la désescalade, notamment Omega. Après, on a développé aussi au niveau de l'ambulatoire des équipes mobiles d'alternatives à l'hospitalisation qui gèrent que la crise, donc ce qui évite d'hospitaliser aussi des patients. Voilà, et puis tout ça, c'est sur une dizaine d'années. Oui, une dizaine d'années, même moins. Merci Olivier. Je vais passer la parole à notre dernier participant de la table ronde, Jean-Marc, avec quelques questions sur votre dispositif à Jonzac. Alors, je pense que vous avez un point commun avec le dispositif G21 de Lille, c'est au moins sur le développement affirmé de l'ambulatoire. Mais je pense aussi que derrière cette politique, il y a aussi une dynamique de formation, notamment sur la question du droit des patients, et puis aussi un adossement fort aux recommandations OMS, qui me paraissent être des vecteurs sur votre politique de soins à Jonzac. Bonjour à tout le monde. Bon, je ne vais pas redire ce que j'ai entendu qui est très juste et que je partage dans ma pratique quotidienne. Ce que je dirais, c'est que tout d'abord, ce qui a été un levier très important, c'est se baser sur une réflexion qui est née d'abord de la question du handicap. C'est
c'est-à-dire quelle est la place de la pathologie dans la vie quotidienne des gens. Ce qui revient à dire que si la pathologie a une place, par rapport au modèle de Wood des années 80, le modèle de 2001 de l'OMS sur la définition du handicap sur laquelle vous travaillez tous et sur laquelle la loi du 11 février 2005 vous a donné des missions, il vous parle de limitation d'activité et de restriction de la participation. Quoi de mieux que la chambre d'isolement pour montrer la restriction de la participation et la limitation de l'activité. Donc, si on travaille sur le handicap, c'est-à-dire les conséquences pour la personne d'un certain nombre de choses qui l'empêchent pleinement d'exercer ses droits de citoyen, c'est qu'on travaille sur des citoyens dont certains ont des problèmes de santé psychique. Et ces problèmes de santé psychique ne les différencient pas des diabétiques. Quelle est la région de France où on prend son repas à 18h30 ? Ça s'appelle l'hôpital. Donc, tous ne sont pas réduits à prendre leur repas à 18h par leur propre choix. Donc, pour aller plus loin, je dirais qu'on est parti d'un abord systémique et d'un travail systématique avec les familles pour travailler sur l'hospitalisation. Un des leviers très importants a été de travailler donc sur le handicap, la définition de la CIFSH, que je vous encourage tous à regarder, qui est la définition officielle de l'OMS, de la classification internationale du fonctionnement et de handicap, fonctionnement humain et handicap. Je dirais qu'à travers la systémique, on est rentré sur la question du handicap, et à travers le handicap, on est rentré sur la question de la définition du handicap de l'OMS. À partir de là, qu'est-ce qui fabrique le plus de restrictions de participation en hospitalisation? La réponse, c'est l'hospitalisation. Donc toutes les actions doivent être faites pour éviter l'hospitalisation. La deuxième question, c'est à quoi sert une hospitalisation? Qu'est-ce qu'elle a comme mieux disant et comme plus pour la personne concernée? Il arrive très vite à la question de qu'est-ce qui est de la pathologie qui relève d'une hospitalisation en temps complet dans un parcours personnel et un projet de vie personnel, et qu'est-ce qui est vraiment une aide pour les personnes, et est-ce qu'on devrait écouter ce qu'elles disent. Par rapport à ça, on en est aujourd'hui dans la prévention de l'hospitalisation à ce que l'on appelle la démocratie en santé mentale, qui est liée pour nous à un projet satellite de la CNR que nous avons fait, la communauté mixte de recherche. Deux éléments sont importants managérialement pour changer les équipes. La pluriprofessionnalité. On a réduit le nombre d'infirmiers à moins de 50% des équipes. Tout le reste sont d'autres professionnels pour voir les choses différemment. Beaucoup d'ergos, beaucoup de neuropsychos, des éducateurs et des équipes mobiles qui servent à réaliser un virage domiciliaire. Tous les soins sont d'abord en amont de l'hospitalisation, au domicile et aux urgences pour réduire les placements en péril imminent qui sont le meilleur moyen qu'ont trouvé les urgentistes pour faire de la place aux urgences. Après ce travail-là, qui est un travail quotidien, vous le comprenez bien, il restera la question de comment on travaille avec les familles et les usagers. Le projet démocratie, depuis un an, permet de faire remonter les questions que se posent les familles et les usagers sur les pratiques en psychiatrie et de les redonner aux équipes. Donc le management qui en découle, c'est que pour nous, nous avons essayé de baser notre action sur le socle épistémologique que j'ai donné pour que toutes les notions soient transmises en style bottom-up, c'est-à-dire de la base vers le sommet, comme dans la cognition. La deuxième chose, c'est de travailler la transversalité. Et pour cela, nous avons intégré cette réflexion en se basant et en s'appuyant sur le programme Quality Rights de l'OMS. Et je salue ceux qui nous ont permis de le faire ici. Et je pense qu'ils se reconnaîtront. Mais le centre collaborateur de l'OMS de Lille est venu dans le service donner aux soignants de terrain une formation et un regard sur leur pratique qui a eu des conséquences. On avait commencé, avant que l'OMS arrive, à intégrer des médiateurs santé-pairs pour poser un problème institutionnel. Parce que c'est beau d'avoir une fonction phorique et pour faire plaisir. À Frédéric, je dirais que c'est bien d'avoir une fonction sémaphorique pour faire plaisir. À Toscalet, je dirais aussi métaphorique. Mais
Qu'est-ce que c'est qu'un établissement, si ce n'est un lieu qu'on doit absolument changer pour que le respect des personnes soit pratiqué, parce que l'hospitalisation ne pratique pas spontanément le respect des personnes. À ce titre-là, j'ai été soutenu par cette philosophie-là, par le directeur de l'établissement, et pour mettre une poêle à gratter, parce que j'ai pas mal de poils, mais j'avais aussi à gratter, j'ai eu une forte opposition de la part de l'encadrement par rapport au recrutement des médiateurs santé-père, parce qu'on engage des professionnels qui sont payés comme des acteurs de la vie institutionnelle, et pas simplement qui font le travail par militantisme ou bénévolat. Il faut les rétribuer, et les rétribuer oblige à poser la question, font-ils partie des équipes? Oui, mais ce ne sont pas des soignants, donc pourquoi relèveraient-ils de l'encadrement soignant? Je rappellerai qu'une organisation comme l'hôpital est née de la guerre de Crimée et que c'est le seul lieu où on a connu, moi qui suis vieux, des infirmières générales, ce qui donne bien l'idée militaire de l'organisation d'un établissement. En dernier lieu, je ne vais pas m'étendre plus avant, bien sûr qu'on tombe sur des gens intelligents qui se saisissent des idées, mais il faut travailler sur les idées, la formation, et donc un partenariat avec l'université est fait entre les équipes directement et l'université. Et avec l'aide de la faculté de psycho et de neuropsycho de Bordeaux, nous avons contribué à faire tourner une formation de médiateur santé-père à l'université de Bordeaux, après celle de Lille de cabinet Bérénice Steller. Donc, par rapport à cela, je dirais que la pratique managériale est de faire confiance aux usagers, que les usagers définissent dans le plan de crise la façon dont vont être organisées les admissions, essayer d'éviter au maximum l'admission pour éviter les exposer à tous nos travers institutionnels et administratifs surtout, et d'autre part, permettre de donner du sens à tous les soignants pour qu'ils ne vivent pas un conflit cognitif entre leur pratique et leur engagement quand ils ont choisi de faire ce métier. Donc, priorité à la clinique, priorité aux connaissances de la clinique, dans la compréhension de ce qu'il faut faire, donc priorité aux acteurs de terrain, que ce soit l'usager ou les personnes qui sont censées lui donner de l'aide. Dernière chose, raccourcir au maximum l'exposition à la non-pertinence de l'hospitalisation. Merci Jean-Marc. Je me tourne vers mes collègues de pleine guerre. On a le temps de prendre quelques questions. Oui. Merci. J'ai une question, vous parliez de gratte, je ne sais pas quoi. Est-ce qu'on a une autre solution que d'attendre que les personnes qui sont farouchement opposées à une moindre coercition partent à la retraite? Je recommence. Donc c'est une question gratte, je ne sais quoi. Est-ce qu'on a une autre solution pour arriver à une moindre coercition que d'attendre que les personnes réfractaires partent à la retraite? Oui, certainement. Non, mais là, c'était un peu exagéré de ma part. Mais en fait, si vous voulez, les choses prennent du temps parce qu'effectivement, 10 ans pour finalement pas grand-chose. Et enfin, pas grand-chose, si, beaucoup de choses pour les patients, mais finalement pas grand-chose en soi. Et ces deux personnes-là, donc ce médecin et ce cadre de l'unité, en fait, pourquoi on a créé cette unité? Ça date de 2008, il y avait eu une infirmière qui avait été tuée, et suite à ça, on a décidé d'enfermer les patients psy parce qu'ils étaient dangereux pour la société, et que du coup, il fallait créer des trucs des services comme les prisons. Et en fait, cette philosophie-là nous a fait très mal parce qu'en fait, on l'a développée, et derrière, pour s'en sortir, il a fallu 10 ans. Par rapport
rapport à ces budgets qui ont été donnés pour la sécurisation. Tout à l'heure, je parlais de conviction. Je pense que c'est être convaincu de l'inutilité de l'isolement, par exemple, enfin, de l'aspect non thérapeutique de l'isolement. Être convaincu, j'entendais, de l'inutilité de l'hospitalisation. Je crois que c'est le cœur même de notre travail, de notre militantisme, c'est être convaincu soi-même déjà par ce que l'on fait. Et après, les freins, parfois ils partent à la retraite, tant mieux, parfois il faut les faire changer, mais il faut qu'à un moment donné, les freins, on puisse les mettre de côté et continuer à avancer. Je peux juste raconter une petite anecdote qui est juste un petit clin d'œil, Frédéric justement qui m'aime pas. Quand Francisco Toscayes exerçait, quand il s'apercevait de ce qui se passait, il disait avec son accent catalan, mais qu'est-ce qu'on fait comme correur? Alors ça je le sais bien, parce que au départ à la retraite de Francisco Toscayes, 2 de ses filles ont travaillé dans le service où j'exerce. Et elles ont donné l'autorisation à ce que le pavillon d'admission s'appelle le pavillon François Toscayes. Ce côté symbolique de dire quand même quelque chose de ce qu'on a tiré, à mon sens, de meilleur de ces années 50 et 60 de la psychiatrie, c'était quand même de redonner la pertinence à l'expression de la personne usagère du soin. Donc, le plus grand levier de changement d'un établissement, c'est de reconnaître la pertinence de la parole des patients. Pour la reconnaître, il faut l'introduire au cœur même de l'hôpital. Et comme disait Cato l'Ancien, delenda est Carthago. Bonjour, donc je m'appelle Inès Moussavi, je suis cadre de santé. Et votre intervention me fait réfléchir quand même et me questionne sur la place du cadre, en fait, et face à l'évolution du système de santé. Et aujourd'hui, moi j'aime dire qu'aujourd'hui on est des managers en santé, on manage une équipe, et clairement, je me questionne tous les jours sur ma place, et Madame Baudin, vous parliez d'expertise clinique, à mon humble avis, je ne me positionne pas en tant qu'expert clinique, je me positionne pas au centre, en tant que cadre, mais plutôt comme un maillon. Je suis révélateur de talent, à mon sens. En tout cas, j'essaie de sortir le meilleur de l'équipe et de détecter les compétences. J'ai créé un annuaire de compétences. Et j'attends de l'équipe plutôt que l'inverse. En fait, j'essaie de faire en sorte que ça vienne de l'équipe plutôt que de moi-même. Peut-être je serai médiateur, ou peut-être je fais tiers, ou voilà, en faisant de l'écoute active quand il faut. Mais je pense qu'il est nécessaire aussi de connaître toutes les compétences, et j'ai actuellement mon collègue qui est IPA, avec lequel je suis en un binôme qui est plutôt intéressant, et pouvoir reconnaître les compétences des uns et des autres, c'est aussi important et à définir en tout cas dans le projet d'unité. Et c'est peut-être vers ça qu'on a tendance à attendre aujourd'hui en tant que cadre, en fait, je sais pas. Ça à réfléchir. Oui. Alors moi je peux parler d'expertise clinique parce que moi-même j'ai été infirmière pendant 10 ans dans ce service-là, donc c'est très difficile pour moi de... Voilà, c'est des échanges avec l'ensemble, et moi je suis un maillon de l'équipe, effectivement. Et quelquefois ça permet, ils attendent aussi ça, quelquefois, mon positionnement par rapport à ce que je peux apporter. Au niveau, et du médecin aussi, hein, effectivement, c'était pas pour dire le cadre sachant, pas du tout. Non, loin de moi cette idée-là. Hein, vraiment, c'est au contraire un appui sur quelqu'un sur lequel on peut peut-être s'appuyer. Quand je parlais des nouveaux arrivants, on est une équipe très jeune. Et effectivement, on sait qu'au bout de 3 ans d'école d'infirmiers à l'IFSI, ils arrivent dans nos services. Déjà, ils font plus qu'un stage pendant les 3 ans en psychiatrie, donc les connaissances, voilà. Et moi, je permets aussi, c'est ça, une montée en compétences des soignants que j'accompagne par des formations internes, formations autres continues. Mais c'est ça, voilà, mon travail, c'est aussi la montée en compétences, effectivement. Pour continuer la réflexion, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, en tout cas. Il n'y a que des rencontres et l'amour du métier. C'était la petite blague.
C'est compliqué hein, cette position de cadre dans une structure qu'on aimerait horizontale. Parce que finalement, si on n'a pas envie de cette structure horizontale, quand on a cette position et ce statut de cadre, on pourrait tout détruire. L'horizontalité, elle est fragile. Hein. Et c'est tout le paradoxe de la situation du cadre là-dedans. Mais c'est un paradoxe qui n'est pas insoluble, c'est un paradoxe qui est intéressant et qui est vivant. Et c'est à nous de le faire vivre, justement. Alors moi, aujourd'hui, en cadre sup, auprès de mes collègues cadres, c'est de faire vivre ce paradoxe-là et de le mettre en pensée, de le réfléchir avec les équipes aussi, et en étant présent, justement, en étant là. Je crois que le cadre, il est là pour tenir les choses, pour tenir. C'est une psychiatre du CHVD dit, c'est pas parce qu'il n'y a personne dans le bus qu'il faut fermer la ligne. Là, on est là en fait, on est là. Il y a une réunion clinique, les infirmiers sont pris à droite, à gauche, on va les chercher et on est là, et on tient. On n'est pas expert clinique, on questionne par contre la clinique. On questionne, on doute. Hein, vous voyez, dans une pensée vivante qui doute, qui met en question et qui interroge. On n'est que dans l'interprétation finalement, mais je crois que le cadre il est là aussi pour ça. Et je dirais presque que c'est une position philosophique d'être cadre dans la psychiatrie. Ça me questionne en tout cas. Encore une question, Sébastien? Une dernière question, du coup. Oui. Estelle. Moi, il y avait une question qui est, enfin, moi en tant que formatrice qui travaille sur le moindre recours, j'ai une question qui revient régulièrement qui est comment on fait pour le changement? Parce que le changement, on a dit, c'est prendre des risques. Et comment ça se passe d'un point de vue managérial, notamment pour Olivier qui a eu ce changement, cette transition, c'est comment on fait, comment vous faites en tant que manager pour accepter le risque, et s'il y a un événement indésirable parce qu'on a pris ce risque-là, comment ça se passe? En fait, du coup, je pense qu'il faut sécuriser les soignants. Donc quand je dis oui, sécuriser les soignants et les mettre en chambre d'isolement. Non, c'est sécuriser les patients. Par exemple, dans l'unité où j'étais, donc jeunes adultes, on leur rendait les ordinateurs quand je suis arrivé. C'était l'arrêt d'ordinateur portable. Et du coup, moi, ça m'a interrogé parce qu'en fait, ça entraînait beaucoup de violence derrière parce que les jeunes, ils râlaient de leurs ordinateurs portables. Et en fait, les soignants m'ont expliqué, mais si on leur les vole ou qu'ils le cassent, ça va être beaucoup qui sommes responsables. Et du coup, ben non, c'est pas vous qui êtes responsable, c'est le patient qui est responsable. Et je pense que tout le travail est cette sécurisation, c'est-à-dire que, ok, on va changer, mais si jamais ça se passe mal, c'est comment on va protéger les choses, quoi. Et les soignants. Oui. Je dirais que c'est aussi en associant les patients. On travaille, on essaye d'aller vers un recours à la chambre d'isolement à l'hôpital Valvert. Et je pense qu'un des leviers importants, c'est le débat qu'on fait mensuellement avec les soignants et les patients autour de cette question. Et qui a fait beaucoup évoluer les choses dans la tête des soignants, d'entendre des témoignages. C'est très important, je pense. Petite adaptation, Oui, alors vraiment très rapidement. Non, je voulais simplement stipuler l'importance des mots, tout simplement. C'est-à-dire que nous, moi, dans ma pratique, ce qui me dérange très fortement, c'est qu'on nous dit effectivement d'avoir, enfin, de ne pas utiliser la contrainte, mais on a de plus en plus de personnes qui sont sous contrainte. Et c'est ça, moi, qui est antinomique, puisque un médecin va me dire non, la personne, il faut vraiment la laisser en liberté, mais néanmoins, va maintenir une utilisation sous contrainte. Et je trouve que nous, pour les soignants, c'est quand même compliqué, parce que où est la définition justement de la contrainte? Est-ce que c'est juste simplement pour, comment dire, pour cacher un petit peu l'iceberg, ou au niveau justement de la population lambda, de dire regardez, nous prenons bien en considération un petit peu vos peurs et nous mettons des personnes sous contrainte. Moi je suis issu de la clinique, hein, c'est-à-dire d'une clinique privée, et donc je n'avais pas affaire à des personnes sous contrainte. Lorsque je suis arrivé dans mon unité, je voyais des personnes qui étaient soi-disant sous contrainte et qui fuguaient, ou en tout cas qui partaient quasiment tous les jours.
tous les gens qui étaient à l'extérieur, qui étaient dans la ville. Alors, justement, c'est là où est la perte de sens, quoi. C'est qu'à un moment, on se pose la question, est-ce qu'il y a une vraie part de responsabilité de tout un chacun? Est-ce que nous, à chaque niveau dans le soin et de nos responsabilités, est-ce que vraiment nous sommes en congruence entre les propos et les décisions qui sont prises à chaque niveau? Peut-être faut-il lever plus rapidement les soins sans consentement. Je rappellerai que quand même, il existe quand même des soins qui sont des programmes de soins, appelés des programmes de soins. Pour pouvoir lever rapidement un placement, il suffit d'avoir beaucoup de monde qui est capable de répondre hors de l'hôpital. Donc il faut, comme on est contraint, en avoir moins à l'intérieur. Plus il y en a à l'intérieur, plus les hospitalisations. La deuxième chose, j'en parlais rapidement en parlant des périls imminents, il faut faire un travail avec les urgences et que quelqu'un prenne le parapluie et le risque du parapluie, de dire non, tu le laisses sortir, tu ne fais pas un péril imminent. Deuxièmement, rappeler que la famille a son mot à dire sur l'hospitalisation sous contrat et obliger, pour tout ce qui ne revient pas du préfet, les gens à prendre l'avis de la famille et prendre leur engagement à demander une hospitalisation pour des membres de la famille. C'est le minimum légal. On n'a que 24 heures pour faire un péril imminent, mais il faut faire la preuve qu'on a essayé de joindre la famille. Donc j'ai imposé aux urgences, pour ma part, de faire la démarche, de se mettre en contact avec les familles. Et parfois, on voit des familles qui disent, et c'est très souvent, et je ne veux pas qu'il aille à l'hôpital. Si on propose une alternative, on vient vous voir chez vous, ce que j'ai appelé les virages domiciliaires. Il faut avoir des personnes capables de le faire. Et de dire, on sera là demain chez vous, on sera là après-demain, et on sera encore là après-demain. Très vite, quel est le Français qui, en France aujourd'hui, voudra être soigné à l'hôpital quand il réside à 60 km de l'hôpital? Je crois que la réponse est très simple. On n'a pas envie d'être à 60 km de chez soi. Très très bref, parce que on aura l'occasion de continuer à débattre de ces questions sur l'institution. Promis, en quelques mots. La contrainte administrative. C'est une mesure administrative. Pour moi, c'est extrêmement simple à poser. La clinique prime sur la contrainte. Donc, à partir si on pense les choses de cette manière-là, le comportement des soignants, il sera en lien avec la clinique, avec la vulnérabilité, avec l'inquiétude soignante, et tout ce qui sera mis en œuvre ensuite, c'est pas la contrainte qui va l'obliger. Donc il y a des flux, oui il y a des flux, il va revenir. Et puis si on ne revient pas, on va le chercher. Et puis on fait plein de choses, mais c'est pas grave l'afflux, c'est pas grave. Pas grave si on n'est pas inquiet pour le patient, c'est pas grave. Si on est inquiet, on fait en sorte qu'il reste, bien sûr. On a plein de possibilités, mais c'est l'inquiétude qui prime, c'est pas la contrainte. Difficile de clôturer un échange de ce niveau, mais c'est le moment de la synthèse de cette table ronde numéro 2. J'ai retenu quelques éléments qui me paraissent effectivement invariants aussi là. Frédéric, tu disais à l'instant, pour que les soignants exercent une fonction contenante, qu'ils soient sécures, il faut qu'ils soient sécurisés. La deuxième idée, dans le même genre, c'est que des soignants contenants, c'est des soignants qui sont contenus, et donc autorisés, mais aussi contenus. L'autre idée, c'est on parlait ce matin, un collègue parlait du BABA. On est dans l'alphabet, effectivement, du soin, et l'alphabet de la relation. Je retiens aussi de la présentation que le bureau infirmier, c'est devenu un bureau d'accueil. C'est plus le métier qui décide, c'est la fonction. Et la fonction transversale aux différents métiers qui dit quelque chose du mieux carrefour. J'ai bien aimé le contrebandier et de trafiquants. Stéphanie, il n'y a pas de hiérarchie dans l'expérience singulière de chacun dans la relation à l'autre et dans la relation au patient. Alors on pourrait retrouver, puisque vous êtes adossé quand même à une histoire sur la psychothérapie institutionnelle, on pourrait citer Pierre de Lyon, quand il parle de la hiérarchie subjectale et de la nécessité d'une déhiérarchisation statutaire et d'une re-hiérarchisation subjectale, justement parce qu'il n'y a pas de hiérarchie dans l'éprouvé de la relation à l'autre. L'autre point, c'est important, ce qu'on a vu dans Petker, c'est ce qu'on a appelé nous cette contre-culture du risque. C'est-à-dire que le plus grand risque en psychiatrie est de ne pas prendre de risque. Et que la mesure du risque, c'est une appréciation collective
circonstancié, momentané, individualisé, et c'est ça qui décide effectivement de l'appréciation et de l'action collective. Un autre point important, c'est que pour être libre, il faut avoir une liberté de parole, que la parole circule, comme les professionnels et les patients circulent, et que les paroles qui circulent, elles se disputent au sens de Initio dans la psychodynamique du travail. Enfin, un dernier point, c'est sur l'accessibilité des soignants et l'accessibilité médicale. Quand il y a une accessibilité directe, en première intention, c'est bien des irritants et des frottements du quotidien qui sont ainsi lissés et qui évitent les mouvements d'activation. Pascal nous a parlé effectivement de l'accueil, mais j'ai retenu aussi cette capacité d'initiative dans la marge d'appréciation, cette capacité de réactivité, cette mobilité qui est à la fois effectivement une implication, mais qui est aussi un enrichissement du métier. Et chez Emmanuel, bien entendu, c'est ce point important. On a souvent l'habitude de parler de ce qui ne va pas, et ce souci de parler de ce qui fonctionne, la valorisation de l'action, comme le renforcement positif en direction du patient, finir sur une touche positive, et également avec ses équipes, valoriser effectivement ce qui a fonctionné pour pouvoir en faire un corpus collectif sur lequel on pourrait se référer. L'autre idée de cette collégialité, de la force de l'entraide, qui sont des mots qui ont leur noblesse, ici qui sont des mots pleins, tout est contenu dans le travailler ensemble. On peut être ensemble sans être ensemble, mais là, il y a un ensemble qui contient chacun et qui permet effectivement le travail, c'est-à-dire ce que chacun, dans le collectif, met pour que ça fonctionne. Je reviendrai aussi sur la question de l'accompagnement. Et puis, avec Olivier, on a eu effectivement comment un établissement peut se transformer de manière très significative en quelques années, alors qu'effectivement, il n'y avait pas. Et une conjonction. On entend que dans cet alignement de planètes, la place de la direction, mais de la présidente de CNE, laisse-nous dire son mot, de l'encadrement, et puis que tout ça s'est à un moment donné mis en mouvement avec des résultats qui sont tout à fait tangibles. Et puis je finirai avec Jean-Marc, dont l'exposé particulièrement riche, c'est vrai, encore bien des développements. J'entends effectivement la question importante de la transversalité, de la pluriprofessionnalité. Et puis j'ai envie de dire, si ce matin il y a un mot qui s'est détaché, qui pourrait résumer la table ronde numéro 1, ça serait l'espoir et dans les cas désespérés. N'est-ce pas? Et je dirais que là, sur cette table ronde, le maître mot, ça serait ce que tu disais, Jean-Marc, faire confiance. Faire confiance aux soignants, faire confiance à la parole des patients, faire confiance, c'est-à-dire dans le ciment, dans ce ciment-là, le sable de la relation et le ciment de la confiance. Merci.